Chaque année, des hommes, femmes et enfants disparaissent dans les forêts et espaces sauvages américains dans des circonstances étranges, parfois en l'espace d'une seconde. Et certains ne sont jamais retrouvés malgré des recherches massives. Les majestueux paysages d'Amérique du Nord sont le théâtre d'affaires parmi les plus mystérieuses qui soient. Et je vais vous raconter plusieurs de ces affaires effrayantes mais vraies après ceci. Hello, c'est Lionel. Si les disparitions inexpliquées dans les vastes espaces sauvages américains vous fascinent, vous êtes au bon endroit au bon moment parce que vous allez entendre aujourd'hui plusieurs de ces histoires qui sont du genre à vous empêcher de dormir. Car d'abord elles font peur et aussi elles font réfléchir parce qu'on a du mal à comprendre ce qui a pu se passer et surtout où sont passés tous ces gens. Je vais tout vous raconter dans quelques instants, mais avant toute chose, je tiens absolument à remercier mon partenaire pour cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants, et à notre époque ultra connectée, il devient indispensable. Parce que quand vous êtes dans votre café préféré, dans une gare ou un aéroport, vous utilisez en général un Wi-Fi public. Il faut savoir que ce genre de Wi-Fi n'est franchement pas sécurisé, et un VPN vous permet justement de protéger vos infos perso, votre adresse IP est cachée, et vos données sont cryptées. Et c'est très pratique aussi chez vous, surtout si vous êtes en télétravail. CyberGhost VPN sécurise votre navigation et crypte toutes vos données sensibles. Grâce à lui, vous êtes protégé en permanence où que vous soyez, vous pouvez naviguer librement sur le net, l'esprit tranquille. En plus de l'aspect sécurité, CyberGhost VPN est aussi un expert du déblocage de contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube et débloque plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et plein d'autres. Et en changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Côté plateforme, il est disponible sur Apple, Android, Windows, etc. Et avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet d'en faire aussi profiter ses proches. Plus de 38 millions d'utilisateurs lui font confiance, notamment grâce à sa facilité d'utilisation, et les retours sont très positifs. Il a 5 étoiles sur 5 rien que sur le site Trustpilot, ce qui en fait l'un des meilleurs VPN du marché. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal pour l'essayer parce que je peux vous faire profiter d'une réduction de 83% et 4 mois gratuits, ce qui vous revient seulement à 2,03 € par mois. Le lien de l'offre est dans la description de cette vidéo et le premier commentaire épinglé. Et ça n'est pas fini. CyberGhost VPN offre une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours et aussi un service support client en français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors n'attendez plus, profitez-en pour le tester. Remontons en 2015 et partons aux États-Unis. À l'époque, Morgan Heimer est un Américain de 22 ans, originaire de Cody, dans le Wyoming. Le jeune homme étudie l'anglais à l'université et est un grand voyageur. Souriant et ouvert, il est très apprécié de ceux qu'il connaissent. Sportif et athlétique, il mesure 1m83 pour 90 kg, Morgan est un excellent nageur. Il a déjà baroudé à l'étranger, notamment aux îles Galapagos, et a aussi visité à pied ou à vélo plusieurs parcs nationaux tels que Yosemite ou Yellowstone. Durant l'été 2015, Morgan travaille pour se faire un peu d'argent comme guide accompagnateur touristique dans le parc national du Grand Canyon, en Arizona. D'une superficie de presque 5000 km², le Grand Canyon est une vallée profonde avec des parois abruptes sculptées par la rivière Colorado. Espace protégé, le Grand Canyon mesure 450 km de long, jusqu'à 30 km de large et atteint une profondeur de plus de 1800 mètres. Il abrite le puissant fleuve Colorado qui se ferait un chemin à travers cette gorge impressionnante. Avec une moyenne de plus de 4 millions de visiteurs par an, ce parc national est le deuxième le plus visité aux États-Unis. Et le Grand Canyon est sans nul doute l'un des lieux naturels les plus visités en Amérique du Nord. Début juin 2015, Morgan, qui travaille pour le compte d'une entreprise privée de rafting, accompagne un groupe d'une trentaine de touristes qui descend le fleuve Colorado à bord de 2 raftings. L'excursion doit durer 8 jours au total. Les premiers jours de cette excursion se déroulent à merveille, les 2 raftings suivent l'itinéraire prévu et Morgan a l'air très heureux d'être là, comme le groupe de touristes. Tout le monde prend du bon temps, rien d'anormal n'est à signaler, mais tout va changer le 6e jour de cette excursion. Le mardi 2 juin 2015, le groupe descend toujours le Colorado et en début d'après-midi, il fait un stop à Pumpkin Spring, un site isolé à l'ouest du Grand Canyon, près du lac Mead, vers la frontière avec l'état du Nevada. Pumpkin Spring est une source d'eau chaude minérale, c'est une attraction pour les adeptes du rafting et de canyoning qui y font souvent halte lors de leur descente du Colorado. Les 2 raftings accostent donc à Pumpkin Spring et tout le monde descend sur les berges.
Ils tirent les embarcations à terre et c'est un moment de détente. Les gens s'amusent à sauter à l'eau depuis le rocher et ils font un petit pique-nique. Avec les guides, le groupe fait ensuite une courte promenade pour marcher un peu. Et il ne va pas très loin. Il remonte un peu la pente sur 300-400 mètres le long d'un petit ruisseau peu profond, tout près de la source de Pumpkin Spring. Ce n'est donc pas du tout une randonnée à proprement parler, c'est juste histoire de faire quelques pas, et il n'y en a que pour quelques minutes. Morgan accompagne bien sûr les touristes avec ses collègues. Vêtu d'un short et sandales aux pieds, il a gardé sur lui son gilet de sauvetage à terre. Et selon les témoins, il tient une bouteille d'eau à la main. Le groupe marche donc un peu et arrive jusqu'à une sorte de cul-de-sac. On ne peut pas aller plus loin parce qu'on se retrouve face à une paroi abrupte. Quelques instants plus tard, tout le monde redescend, repart en sens inverse, toujours encadré par les guides. Et c'est Morgan qui ferme la marche à l'arrière du groupe. Revenus en bas, les touristes profitent encore un peu de l'endroit et vers 16h, c'est le moment de repartir. Et c'est à l'instant où tout le monde remonte à bord des raftings qu'on se rend compte que Morgan n'est plus là. Ses collègues se mettent immédiatement à le chercher, donc ils refont la courte promenade, ils inspectent les berges du Colorado, seulement il n'y a personne, l'étudiant est introuvable. Incapable de retrouver Morgan, les guides préviennent alors les autorités et une opération de recherche et de sauvetage massive est déclenchée à Pumpkin Spring, le dernier endroit où il a été vu. Pendant des jours, des équipes de recherche et sauvetage fouillent intensivement le fleuve Colorado et les canyons environnants. D'abord concentrés autour de Pumpkin Spring, les recherches sont ensuite étendues jusqu'à Diamond Creek, à une vingtaine de kilomètres au sud. Mais les sauveteurs ne trouvent pas la moindre trace de Morgenheimer. C'est comme s'il s'était évaporé tel une goutte d'eau au soleil. Et une semaine après la disparition, les pouvoirs publics annoncent que les recherches sont arrêtées, faute de résultats. Quand la famille Heimer apprend la nouvelle, c'est bien sûr un choc. Et le 27 décembre 2015, elle célèbre dans la tristesse l'anniversaire du jeune homme par un lâcher de ballon. 10 ans après les faits, Morgenheimer n'a toujours pas été retrouvé, pas plus qu'il n'a donné de signe de vie. Et le mystère reste complet car aucune théorie permettant potentiellement d'expliquer sa disparition n'est satisfaisante. Un accident et en particulier une noyade a été l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs du National Park Service. Cependant, elle ne colle pas tout à fait. Car personne ne croit que Morgan ait pu se noyer, que ce soit dans le ruisseau qu'ils ont longé lors de leur balade ou dans le fleuve Colorado. D'abord parce qu'on ne sait pas comment il aurait pu tomber à l'eau sans être vu, il était un excellent nageur, et détail très important, il portait toujours sur lui son gilet de sauvetage à terre. Il ne l'avait pas enlevé quand le groupe est parti marcher. Et il est assez rare qu'un corps avec un gilet de sauvetage coule. On aurait tôt ou tard retrouvé quelque chose, mais là on n'a rien récupéré du tout. Ni corps, ni objet, ni rien. On n'a rien ramassé, que ce soit sur la terre ou dans l'eau, il s'est comme envolé. La piste d'une attaque par un animal sauvage a aussi été éliminée, car aucun prédateur ne fréquente le secteur. Une fuite volontaire était peut-être plus crédible, mais seulement en théorie. Car d'abord, Morgan n'avait selon son entourage aucun problème dans sa vie. Au contraire, il semblait épanoui. Pour ses proches, il est impossible qu'il ait choisi de disparaître. Il est vrai que Morgan avait toute la vie devant lui, avec un gros potentiel. Ça n'a donc pas trop de sens de partir de cette manière. Et s'il avait voulu s'enfuir, pourquoi l'improviser à Pumpkin Spring? De plus, serait-il parvenu à escalader les parois abruptes du canyon sans être vu? Car le groupe était basiquement dans un cul-de-sac, dans un endroit dont il était très compliqué de sortir. Pour sortir de ce canyon, il fallait quasiment des compétences en alpinisme, et même s'il avait réussi, ça n'aurait été que le début de ses problèmes. Car le dernier endroit où Morgan a été vu vivant est loin de tout. Ça prend des jours pour s'y rendre par voie nautique, en rafting, alors à pied et en sandales, c'est pratiquement mission impossible. Surtout que Morgan était sous-équipé pour traverser des dizaines et des dizaines de kilomètres de terrain accidenté et aride. Rappelons qu'il était en petite tenue, avec juste une bouteille d'eau. Il restait encore beaucoup de travail à Morgan pour refaire sa vie en dessous du radar pendant 10 ans. La disparition de Morgenheimer est donc assez étrange et aussi effrayante parce que, rappelez-vous qu'il était à l'arrière du groupe lorsqu'il est revenu de sa petite balade. Il marchait derrière les autres et plus personne ne l'a jamais revu. Et nul ne comprend ce qui lui est arrivé. Les plus choqués dans cette affaire sont d'ailleurs les touristes qui l'accompagnaient ce jour-là, et pour terminer, citons les déclarations de l'un des membres du groupe de l'excursion qui a témoigné dans les médias. Il n'y avait aucun endroit où aller. Les parois du canyon étaient à pic. Si Morgan était tombé dans le ruisseau, il ne serait allé nulle part. Personne n'a compris comment il a pu disparaître. On pensait tous qu'il était derrière nous.
Bien que née le 1er novembre 1929, l'année du krach boursier qui a plongé les États-Unis et l'Europe dans une grave crise économique, Rosemary Coons connaît une vie douce et tranquille, du moins dans sa première partie. Mesurant 1m60, cette femme énergique vit avec son mari Charles à San Anselmo, une petite ville de Californie. À San Anselmo, qui est située à 30 minutes de voiture au nord de San Francisco, Charles gère une entreprise de peinture et Rosemary travaille comme conseillère familiale. Et cette femme est bien placée pour donner des conseils en la matière parce qu'elle est elle-même une mère de famille comblée. Elle et Charles ont 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Lors de ses rares moments de loisirs, le couple apprécie les promenades en plein air. Il aime en particulier les moments de communion avec la nature. Pour les Kunst, l'existence ressemble donc à un long fleuve tranquille. Mais un terrible drame va bouleverser leur vie. Début octobre 1998, alors que Rosemary est âgée de 67 ans, elle est impliquée avec son époux dans un grave accident de voiture sur la Highway 70 près de Paradise, une bourgade californienne. Les conséquences sont effroyables puisque Charles décède. Grièvement blessée, Rosemary s'en sort elle par miracle après plusieurs opérations chirurgicales qui lui laisseront de nombreuses cicatrices. Pour Rosemary, un long combat pour se relever démarre, et à force de volonté, elle parvient à récupérer une condition physique normale. Cette petite femme aux cheveux gris retrouve le sourire avant tout pour ses 6 enfants et 11 petits-enfants, mais elle reste profondément marquée par la perte brutale de son époux. Durant ces longs mois de convalescence, Rosemary soigne avant tout son corps, mais elle ne veut pas négliger pour autant son esprit. Elle aime participer de temps en temps à des retraites spirituelles parce qu'elles lui font du bien. Et c'est justement son programme durant l'été 2000. En août 2000, Rosemary participe à une retraite de 7 jours organisée en pleine nature dans la Quartz Valley, en Californie du Nord, à quelques kilomètres de la forêt nationale de Klamath. À la recherche de sérénité après une période très difficile, Rosemary se sent apaisée dans cette communauté native américaine. Implantée dans le comté de Siskiyou, Quartz Valley est connue pour abriter une réserve amérindienne incluant des membres des tribus Klamath, Karuk et Shasta. Cet été-là, Rosemary fait partie d'un groupe de retraitants d'une vingtaine de personnes de tous âges et de tous profils. Ce séjour d'une semaine en pleine nature est censé être une sorte d'éveil spirituel pour Rosemary après le traumatisme qu'elle a vécu 2 ans plus tôt. L'accident qui l'a privée de son mari et a failli la tuer. Rosemary est à la recherche de la paix intérieure et elle cherche aussi à redevenir la personne qu'elle était avant son accident. Cette retraite spirituelle prévoit évidemment des séances de méditation, mais aussi des randonnées en forêt. Et le jeudi 17 août 2000, durant sa semaine de retraite, Rosemary part avec son groupe faire une randonnée de 19 km dans la nature sauvage de Marble Mountain, une zone qui appartient à la forêt nationale de Klamath dans le comté de Siskiyou. Un endroit rempli de nature pure et préservée. Le groupe est accompagné par l'organisateur de la retraite et un cuisinier qui utilise des chevaux pour transporter tentes, matériel de camping et vivres. Rosemary et ses collègues marchent ainsi toute la journée le long de Wooley Creek, un cours d'eau serpentant à travers les forêts denses. Et en fin de journée, ils dressent leur campement non loin de Spirit Lake, un petit lac de montagne, où ils doivent passer une soirée relaxante à la belle étoile. Donc là, la soirée se passe merveilleusement bien, le groupe passe du temps autour d'un feu de camp, et ils dorment ensuite sous la tente. Et le lendemain, le jeudi 18 août, il est prévu que le groupe fasse une nouvelle randonnée d'une journée. Mais Rosemary se sent un peu fatiguée par la randonnée de la veille, parce qu'ils ont quand même pas mal forcé, et elle dit qu'elle préfère rester au campement avec d'autres personnes du groupe, notamment le cuisinier. La majorité du groupe de retraitants part donc sans Rosemary, et celle-ci donc passe toute la matinée à se relaxer, et vers 13h, elle prévient les quelques personnes présentes au campement qu'elle va faire une petite promenade jusqu'à Spirit Lake. Spirit Lake qui est un petit lac perdu dans la montagne, à seulement quelques centaines de mètres de leur campement. C'est un lac minuscule qui est vraiment loin de tout, mais les lieux sont splendides et d'un calme absolu. Avant de partir, Rosemary explique qu'elle veut aller à Spirit Lake, qu'on peut traduire par le lac de l'esprit, pour communier justement avec l'esprit de son mari. Ce qui pourrait paraître assez bizarre, mais il faut quand même se rappeler du contexte. Rosemary participe à une retraite spirituelle d'influence amérindienne. Et dans ce type de retraite, on est souvent dans une ambiance assez New Age. Rosemary est venue avant tout dans cette région sauvage et isolée pour faire de la méditation, faire un travail intérieur et tenter de surmonter son deuil. Car après la perte d'un être cher, chacun fait ce qu'il peut pour aller de l'avant, dépasser cette sensation de vide et le manque de l'autre. Précisons tout de même que, selon ses amis, Rosemary n'est pas une perchée et elle ne souffre d'aucune maladie mentale. En fait, ce jour-là, elle a juste envie de faire une balade jusqu'à ce petit lac de montagne, qui est un endroit très serein, pour penser très fort à son mari Charles.
La femme a emmené avec elle un sandwich préparé par le cuisinier et un journal. Tout indique donc qu'elle a juste l'intention de méditer un peu et de lire au bord du lac, qui n'est pas très loin du campement. Rosemary part et elle ne sera plus jamais revue. Par la suite, les heures passent et vers 17h ce jour-là, le groupe de retraitants revient de sa randonnée. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Rosemary n'est jamais revenue de sa balade à Spirit Lake. Beaucoup de membres du groupe partent évidemment sur le champ jusqu'au lac pour la chercher. Ils inspectent le périmètre en vain, la femme est introuvable. Pour ne rien arranger, ce secteur, qui est vraiment cerné par des terrains qui sont parmi les plus accidentés de Californie du Nord, est mal couvert par du réseau. Et le 911 ne pourra être appelé que plus tard dans la soirée, après que des retraitants aient atteint une zone où les téléphones portables fonctionnent. Le samedi 19 août 2000, les recherches officielles démarrent dès l'aube. Elles sont coordonnées par Grease Adams, le responsable des opérations de Search and Rescue, recherche et sauvetage, au bureau du shérif du comté de Siskiyou. Dès le départ, de gros moyens sont engagés pour tenter de localiser la randonneuse. Hélicoptères équipés de caméras thermiques, 4 chiens spécialisés et une cinquantaine de sauveteurs venus des comtés voisins. Mais en fin de journée, ils reviennent tous bredouilles. Les jours suivants, les battues se poursuivent et des plongeurs subaquatiques explorent même les eaux de Spirit Lake, dans le cas où la randonneuse serait tombée dans le lac. Sans réussite, ils ne trouvent rien. La femme n'est pas dans le lac. Le 26 août, les recherches sont finalement stoppées après que les équipes de secours aient parcouru vainement plus de 8 km² de terrain escarpé et rocheux autour de Spirit Lake. Au total, plus de 150 personnes, incluant des volontaires et des soldats de la garde nationale, en plus des secours et forces de l'ordre, ont ratissé la région sans réussir à retrouver Madame Kunst. Et fait très inhabituel, les 4 chiens de recherche déployés sur le site n'ont pas repéré l'odeur de la randonneuse portée disparue. Dans cette affaire, l'absence totale de traces a vraiment rendu perplexe beaucoup d'observateurs. On dirait qu'elle a disparu dans les airs. Les secours n'ont trouvé aucun signe. Rien. Cela semble juste irréel. A déclaré l'une des belles-filles de Rosemary, Vicky Kunz, aux médias SF Gate. Si l'énigme reste totale dans cette affaire, un indice a quand même été retrouvé. Une touffe de cheveux appartenant à Rosemary a été ramassée dans des broussailles épaisses, loin de tout sentier. Ces cheveux ont été plus tard formellement identifiés par l'ADN. Ils correspondaient à 100% à se trouver sur la brosse à cheveux de Rosemary. Quant à savoir dans quelles circonstances cette touffe de cheveux a atterri par terre, dans cet endroit au milieu de nulle part, c'est une autre paire de manches. Et depuis plus de 25 ans, on n'a pas retrouvé le corps, on n'a pas retrouvé le squelette ou un seul ossement appartenant à Rosemary. Avant de passer aux théories, commençons par dire que la disparition de Rosemary Kunz fait vraiment mal au cœur. Car elle a échappé par chance à un accident qui a été fatal à son mari, avant de connaître une fin peu enviable dans une forêt américaine 2 ans plus tard. Quelque temps après l'affaire, Rosemary a été présumée morte et son nom a été gravé à côté de celui de son mari sur sa pierre tombale du cimetière du mont Tamalpais. Rosemary Kunz a donc été présumée morte, mais on n'a jamais retrouvé sa dépouille. Juste 4 mèches de cheveux. Autant vous dire que c'est maigre, ça ne prouve en rien que cette femme soit décédée, et on ignore toujours ce qui lui est arrivé le 18 août 2000. Là encore, les circonstances de cette disparition donnent froid dans le dos. Parce que cette brave femme s'est envolée littéralement au cours d'une simple balade jusqu'à un petit lac de montagne. Elle comptait rejoindre Spirit Lake, un modeste lac à quelques centaines de mètres de son campement. De forme ovale, ce lac fait seulement 186 mètres de long pour moins de 100 mètres de large. Par endroits, sa largeur n'excède pas 50 mètres, c'est dire. Et il n'y a qu'un seul sentier pour y aller et en revenir. Il est à demi encerclé par des pentes abruptes, ce qui en fait un cul-de-sac. Alors, où est-elle passée? Venons-en maintenant à l'enquête. Les représentants de la loi ont d'abord envisagé la piste d'une attaque animale. Parce que Rosemary s'est volatilisée dans une zone qui est fréquentée par des pumas et des ours noirs. Mais Grease Adams, le responsable des recherches, n'y a jamais cru. En effet, il n'y a pratiquement jamais eu d'attaque animale dans la région. Bien entendu, certains d'entre vous seront tentés de dire que la septuagénaire a fait le choix de partir volontairement, entre guillemets. Elle a décidé de partir quelque part dans la nature de Californie. Mais son entourage a assuré qu'elle n'aurait jamais voulu mettre sa famille dans le pétrin, surtout après la perte de son mari. Elle n'aurait jamais voulu laisser ses 6 enfants et 11 petits-enfants, qu'il appréciait beaucoup. Cette femme était très entourée. Évoquons évidemment la théorie principale de cette affaire, la théorie de l'accident. Et apportons quelques détails sur Grease Adams, le responsable des opérations de recherche et sauvetage au bureau du shérif du comté de Siskiyou.
Adams est vraiment très expérimenté et en fait, j'avais déjà parlé de lui dans une affaire que j'avais traitée sur la chaîne, la disparition de Carl Landers. Carl Landers avait disparu en 1999 sur le mont Shasta, un stratovolcan en Californie, situé dans le comté de Siskiyou. Au cours de sa carrière, Grace Adams a retrouvé et sauvé de nombreux randonneurs et alpinistes, mais la disparition de Rosemary Coons est, avec celle de Carl Landers, l'une des rares où il a été complètement dépassé. Il n'a juste pas compris ce qui est arrivé à cette femme. Au départ, Adams privilégiait clairement la piste accidentelle dans cette affaire. Il considérait que Rosemary était sûrement tombée ou avait perdu connaissance. Seulement, il n'a jamais trouvé la moindre preuve qu'un tel événement s'était produit. Et vu l'important ratissage qui a été organisé seulement quelques heures après la disparition de Rosemary, comment expliquer qu'on n'ait jamais rien retrouvé? Il n'est pas logique qu'on n'ait pas retrouvé le corps de cette randonneuse. Quand on sait que l'hypothèse d'un acte criminel a aussi été ouvertement écartée par les enquêteurs, on se retrouve face au néant. Car il ne reste rien pour expliquer cette disparition. Il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit, A reconnu Grace Adams avec impuissance. Sortir pour une courte promenade et disparaître sans laisser de traces est difficile à comprendre. Habituellement, il y aura une sorte de trace. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé ici, A déclaré Adams. Et venant d'un des meilleurs spécialistes de recherche et sauvetage des États-Unis, cette dernière phrase n'a rien pour rassurer. Et un détail reste quand même assez perturbant. La touffe de cheveux de Rosemary retrouvée au milieu des bois, loin d'un sentier. Dans l'une de ses déclarations aux médias, Grace Adams a suggéré que la randonneuse était peut-être en train de ramper par terre quand elle a perdu ses mèches de cheveux. Ce qui est quand même bizarre parce que si c'est vrai, pour quelle raison était-elle à plat ventre par terre? Elle était a priori pas blessée parce qu'on n'a trouvé aucune trace de sang et si elle avait rampé, elle aurait laissé peut-être des marques par terre. De plus, elle ne serait certainement pas allée très très loin et on aurait fatalement retrouvé son corps au bout d'un moment, plus ou moins loin de sa touffe de cheveux. Donc vu ces détails, cette disparition est quand même assez perturbante, et cette disparition est encore un peu plus sinistre quand on pense que cette dame s'est volatilisée sans aucune trace et sans raison apparente dans un lieu nommé le lac de l'Esprit. Il faudrait d'ailleurs savoir pourquoi on a donné ce nom à ce lac. Ça remonte probablement aux temps anciens, les temps où les Indiens vivaient dans cette région, et il y a sûrement des légendes amérindiennes dans le secteur. Et c'est d'autant plus perturbant que ce n'est pas la première fois qu'un événement tragique et inexpliqué survient près d'un lac nommé Spirit Lake. Car rappelez-vous des mésaventures d'une randonneuse américaine d'origine japonaise nommée Megumi Yamamoto. J'avais raconté son histoire dans une vidéo. Et les faits étaient survenus près d'un lac baptisé également Spirit Lake, cette fois au Nouveau-Mexique. Une drôle de coïncidence. Cette affaire est assurément complexe parce que, même si elle est toujours présumée morte, le dossier d'enquête sur la disparition de Rosemary Coons est toujours ouvert au bureau du shérif du comté de Siskiyou. Cette affaire a donc un goût d'inachevé, et 25 ans après les faits, elle continue de hanter les esprits de tous ceux qui ont participé aux recherches concernant Rosemary Coons. La dernière affaire dont nous allons parler aujourd'hui est une affaire assez terrifiante et peu connue qui s'est déroulée en octobre 1973 dans l'état de Washington, au nord-ouest des USA, près de la frontière avec le Canada. À l'époque, James et Carol Duffy mènent une vie heureuse à Tacoma, une ville de la banlieue sud de Seattle. James exerce la profession de pilote dans l'US Air Force et son épouse s'occupe de leurs 2 enfants. Nathalie, leur petite dernière âgée de 18 mois, et James Jr., l'aîné qui n'a que 2 ans et demi. Bien qu'un peu frêle, il mesure 60 cm pour environ 8 kg. Jimmy, comme le surnomment affectueusement ses parents, est de la vie de tous un bambin adorable. En ce mois d'octobre 1973, le temps est encore très doux pour la saison et les Duffy veulent profiter des dernières journées d'automne pour se ressourcer dans la nature. Parce qu'amoureux de la vie en plein air, les Duffy partent souvent camper à bord de leur van aménagée, de type combi Volkswagen, un moyen de transport qui leur permet de voyager en complète autonomie dans des zones reculées d'Amérique du Nord. Et mi-octobre, les Duffy ont prévu de passer le week-end avec leurs 2 enfants dans la forêt nationale de Wenatchee, qui couvre une région de plus de 7000 km² à l'est de Seattle. Le vendredi 19 octobre 1973, en début de matinée, la famille Duffy au complet prend la route dans leur véhicule. En plus du matériel de camping et de vivres, James a emporté avec lui son fusil car il a l'intention de chasser. Et anecdote amusante, les Duffy ont même emmené avec eux leurs 2 chats. 3 heures plus tard, la famille Duffy atteint Leavenworth, un patelin en bordure de la forêt nationale Wenatchee. Avec ses chalets en bois, l'endroit ressemble à un village alpin, voire même bavarois.
La famille Giuffre visite donc Leavenworth et en début d'après-midi, elle s'enfonce vers le nord au cœur de la forêt nationale de Wenatchee. Située sur le flanc oriental de la chaîne des Cascades, la région est parsemée de nombreuses montagnes dont l'altitude varie de 600 à 2400 mètres. Cette zone du nord-ouest des États-Unis est terriblement sauvage. Une grande partie de la forêt nationale de Wenatchee est recouverte de forêts primaires, c'est-à-dire qui n'ont jamais été dégradées par l'homme. Au volant de son van, M. Giuffre roule plus de 100 km dans les bois jusqu'à la rivière Little Wenatchee. Puis il prend une route isolée, à la recherche d'un site où passer la nuit non loin du mont Labyrinth. Après avoir cherché un moment, il trouve finalement l'endroit parfait, une petite clairière cernée par une forêt épaisse. Une fois leur véhicule arrêté, la famille descend de leur véhicule et elle fait un petit tour dans la clairière pour se dégourdir un peu les jambes. Monsieur et Madame Giuffre emportent avec eux leurs enfants, donc Nathalie et Jimmy, mais au bout d'un moment, ils tombent de fatigue et les parents décident de les ramener au van pour qu'ils puissent faire une sieste. Une fois les enfants endormis, vers 13h40, les Giuffre décident de faire un petit stock de bois parce qu'ils comptent camper cette nuit-là et aussi faire du feu. Monsieur Giuffre est un homme prudent parce qu'avant de partir, il attrape avec lui son fusil parce qu'il sait que dans cette région qui est extrêmement isolée, il y a quand même des animaux très dangereux, des loups gris, voire même des grizzlies. Après avoir pris son fusil, il referme soigneusement la porte arrière de son van et il part avec son épouse en direction de la bordure de la clairière. Le couple commence donc à ramasser du bois, rien de plus banal. Et même s'ils sont seuls à des kilomètres à la ronde, ils n'ont pas vu un chat en arrivant, Monsieur Giuffre reste quand même attentif. Tout en ramassant du bois, il garde quand même un œil sur son véhicule qui est garé un peu plus loin dans la clairière. Et 15 minutes plus tard, Monsieur Giuffre fait même un aller-retour rapide jusqu'à son van pour vérifier que les enfants sont toujours en train de dormir. Ce qui est le cas, ils dorment toujours à point fermé. Vers 13h55, Monsieur et Madame Giuffre sont toujours en train de ramasser du bois à la périphérie de la clairière, pas très loin de leur van, mais ils ont encore besoin de quelques branches supplémentaires. Donc ils décident de se glisser derrière une rangée d'arbres. Ils rentrent un peu dans la forêt, juste derrière la ligne des arbres. Les deux adultes ont quitté la clairière depuis environ 1 minute, quand tout à coup ils entendent un cri strident. Les Giuffre ressortent évidemment tout de suite de la forêt, ils reviennent dans la clairière, et là ils voient tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'ils voient que la porte de leur van est ouverte. Très surpris et inquiets, ils se précipitent alors vers leur véhicule, ils jettent un coup d'œil à l'intérieur, et là ils se rendent compte avec horreur que Jimmy a disparu. L'enfant n'est plus là, il n'est plus à l'endroit où ses parents l'avaient installé. Mais par contre, sa sœur Nathalie, elle, dort toujours, et les deux chats, eux aussi, n'ont pas bougé. Ce qui est quand même très étrange. Ne comprenant pas, les deux parents se mettent alors à scruter désespérément autour, à la recherche de leur fils. Seulement, il n'y a personne. Autour d'eux, il n'y a rien d'autre que la forêt, et pas un son ne trouble la tranquillité des lieux. À part le cri qui a déchiré le silence, tout paraît absolument normal dans la clairière. Monsieur Giuffre est quand même un homme intelligent, et en tant que militaire, il a un bon réflexe. Il regarde dans la terre autour du véhicule, à la recherche d'empreintes. Mais il ne voit pas d'autres empreintes de semelles dans la terre, à part les leurs. Ce qui veut dire que, à part eux, personne d'autre ne s'est approché du van. Et pendant plus d'1 heure, les deux parents se mettent à fouiller le périmètre de fond en comble. Ils hurlent le nom de leur fils, en vain. Le petit Jimmy ne donne aucun signe de vie. Paniqué, Monsieur Giuffre fonce vers la ville la plus proche pour prévenir la police. Et dans le courant de l'après-midi, des hommes du bureau du shérif du comté de Chelan investissent le site et se mettent à chercher activement l'enfant. Ils fouillent la zone de fond en comble jusqu'au coucher du soleil, en vain. Le samedi 20 octobre 1973, les battues reprennent à la première heure. Elles sont supervisées par Reuben Rose, un adjoint du shérif expérimenté qui dirige depuis plus de 20 ans toutes les opérations de recherche et sauvetage dans le comté de Chelan. Comme tous les policiers, Rose sait que nombre de crimes sont commis dans le cercle intrafamilial. Et en bon enquêteur, il ne néglige pas cette piste pour fermer cette porte, comme on dit dans le jargon. Rose prend le soin d'interroger séparément les parents du petit Jimmy, et il veut s'assurer qu'ils n'ont joué aucun rôle dans sa disparition. Pour l'aider dans ses investigations, Rose sollicite même l'assistance du Seattle Police Department, la police de Seattle, qui envoie sur place des inspecteurs de la brigade criminelle qui soumettent Monsieur et Madame Giuffre au polygraphe ou détecteur de mensonges. Et les parents de Jimmy passent le test haut la main. Selon toute apparence, ils ont dit toute la vérité. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent au sein de la forêt nationale de Wenatchee.
3 équipes de sauvetage en haute montagne sont arrivées en renfort avec plusieurs chiens pisteurs, des bergers allemands, mais ces derniers ne détectent pas l'odeur de Jimmy sur le terrain. 5 jours durant, près de 300 personnes, incluant des membres de l'US Air Force de la base proche de Fairchild, quadrillent la zone de la disparition. Appuyés par des hélicoptères, ils explorent les forêts montagneuses au nord-est de la Little Wenatchee River, mais ils reviennent bredouilles. Le 25 octobre 1973, les secours amènent sur zone des cadaver dogs, des chiens spécialisés dans la détection de restes humains. Mais ça ne donnera aucun résultat probant. Et le lendemain, le 26 octobre 1973, après une semaine de recherche intensive, Reuben Rose, l'adjoint du shérif du comté de Chelan, prend la décision difficile de mettre un terme aux recherches. « Je suis sûr à 99% que Jimmy n'est plus là », déclare-t-il. Selon les conclusions du rapport officiel des recherches relatives à Jimmy Duffy, aucune piste significative n'a été trouvée. Comme dans toutes les affaires de disparition non élucidées d'enfants, il est impossible de concevoir l'immense sentiment de tristesse ressenti par ses parents. Si monsieur et madame Duffy sont aujourd'hui certainement décédés, il est sûr qu'ils ont souffert toute leur vie de ne pas savoir ce qui est arrivé à leur fils, le 19 octobre 1973. La ténacité des forces de l'ordre nous apporte tout de même un peu de baume au cœur, parce que plus de 50 ans après les faits, le bureau du shérif du comté de Chelan maintient le dossier ouvert, et Jimmy Duffy est inscrit dans la base de données NamUs sous le numéro 23114. Cette affaire est vraiment terrible, la famille Duffy a traversé une épreuve épouvantable. Ceci dit, elle nous rappelle quand même que la nature reste très dangereuse. Et il faut quand même reconnaître que ça n'est pas forcément une bonne idée d'emmener des enfants en bas âge dans ce type d'environnement. Car dans les gigantesques forêts d'Amérique du Nord, comme ailleurs sur la planète, la vie ne tient parfois qu'à un fil fragile. Quand on évolue en milieu sauvage, la situation peut basculer en une fraction de seconde. On peut avoir un accident, se perdre ou plus rarement être attaqué par un animal sauvage. Ceci dit, la disparition de Jimmy Duffy est loin d'être ordinaire, et certains détails la rendent même particulièrement perturbante. Qu'est-il arrivé à Jimmy? Impossible de le dire. Cependant, tentons d'apporter un peu de lumière sur ce mystère. Nous avons vu lors de la présentation des faits que la piste familiale a été formellement écartée par les forces de l'ordre après vérification et aussi le fait que les parents soient passés au polygraphe. Monsieur et madame Duffy ont été vraiment blanchis de tout soupçon dans cette affaire et on peut considérer que, effectivement, ils n'avaient rien à voir avec la disparition de leur fils. Les enquêteurs ont vraiment écarté l'hypothèse que les parents aient pu inventer cette histoire de disparition pour camoufler la mort accidentelle de leur fils, par exemple. La thèse d'une fuite volontaire est quant à elle ici totalement absurde. Parce qu'un enfant de 2 ans et demi est trop jeune pour vouloir fuguer, et il faut faire preuve de bon sens, Jimmy ne savait même pas comment ouvrir la porte du van, et il en aurait été incapable. Car rappelez-vous qu'il était chétif, en plus. Quand on procède par élimination, l'hypothèse qui semble la plus probable est que cet enfant ait été kidnappé. Reste à savoir par qui ou par quoi. La forêt nationale de Wenatchee abrite quantité de bêtes sauvages, mais croyez-vous vraiment que des ours ou des loups, même affamés, soient capables d'ouvrir la porte d'un van pour saisir un enfant? La réponse est dans la question. À la rigueur, si les parents avaient oublié de refermer la porte du van, pourquoi pas? Peut-être qu'un animal, plus téméraire que les autres, aurait saisi l'opportunité et aurait attrapé l'enfant. Mais quand ils ont entendu un cri, les parents sont tout de suite revenus dans la clairière et ils n'ont vu aucun animal partant avec l'enfant dans la gueule. L'hypothèse d'un enlèvement par un être humain paraît plus réaliste. Il arrive que des femmes en mal d'enfants enlèvent de temps en temps des nourrissons. Mais c'est peu crédible ici parce que, en général, elles les enlèvent dans des maternités et ces déséquilibrés rendent souvent vite les enfants à leur famille sans leur faire de mal. Maintenant, je vais poser une question qui est quand même assez délicate. Est-ce qu'un psychopathe enlèverait un enfant aussi jeune? Car Jimmy n'avait que 2 ans et demi. Peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des pervers, malheureusement. Ceci dit, est-ce qu'il serait assez fou pour enlever un enfant aussi près de ses parents? Parce que ses parents étaient tout près, hein. C'était extrêmement risqué, et surtout qu'en plus, monsieur Duffy avait avec lui un fusil de chasse. Il avait donc le moyen de défendre son fils et il présentait un danger. De plus, monsieur et madame Duffy n'ont absolument rien vu, rien entendu, à part le cri. Dans cette affaire, c'est la thèse de l'enlèvement qui semble s'imposer. Malheureusement, on n'a jamais retrouvé la clé d'énigme.
Le bureau du shérif du comté de Chelan s'est cassé les dents sur cette affaire qui est devenue un cold case. Cette affaire reste quand même assez dérangeante à cause de certains détails. D'abord, il y a cette portière qui a été ouverte de manière inexplicable. Ensuite, on a vraiment l'impression que cet enfant a été enlevé à la vitesse de l'éclair et d'une manière étrange parce que sa petite sœur n'a pas été réveillée, ni les chats. Enfin, comment expliquer l'absence de traces dans la terre autour du véhicule? Si l'on fait preuve de bon sens, ça veut dire que le petit Jimmy n'est pas parti de son plein gré à pied et que personne, aucun intrus, aucun étranger ne s'est approché du véhicule non plus. Là, on se retrouve un peu face au mur. On peine à trouver une explication rationnelle à ce fait divers qui est de ceux qui vous donnent des cauchemars. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des théories sur chacune de ces affaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est souvent intéressant de les lire. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce en l'air. Un grand merci aussi à celles et à ceux qui vont partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs, où vous voulez. Parce qu'un petit partage ne coûte rien et ça permet de faire découvrir ces vidéos à d'autres spectateurs. Un grand merci aussi à ceux et à ceux qui vont s'abonner au cours de cette vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans un commentaire. Un immense merci aussi à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, cliquez sur le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. Dernier mot avant de vous quitter, pour les plus fidèles et les plus courageux, il m'est arrivé une drôle d'histoire ces derniers jours, une histoire qui sort de l'ordinaire. Si ça vous intéresse que j'en parle dans une petite vidéo spéciale, dites-le dans les commentaires. Ça serait une courte vidéo, mais ça serait une histoire qui est quand même assez intéressante à raconter parce que voilà, elle m'est arrivée il y a quelques jours et je m'en serais bien passé. Hein. Voilà, donc dites-le dans les commentaires et j'aviserai. Dans l'immédiat, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne, et en attendant, ne disparaissez pas. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.